partir du 19e siècle, le fichage et la mise en dossier des individus occupent une place centrale dans le développement des États occidentaux. Ils deviennent le symbole de la modernité bureaucratique. Fichage policier, dossiers médicaux, dossiers de carrière professionnelle, dossiers judiciaires, dossiers ouvrant droit à l'assistance servie par l'État social naissant, tous ces instruments documentaires conçus pour administrer la population, suivre et contrôler les individus, sont fabriqués par et pour la bureaucratie, sans que jamais ne soit envisagée la possibilité pour les personnes concernées d'y avoir accès. Or, au terme d'une évolution entamée dans les années 1970, s'est affirmé le droit des citoyens de connaître les informations collectées et détenues par l'administration sur eux-mêmes. Plus récemment, on a vu apparaître dans les centres d'archives de plus en plus de personnes qui viennent consulter des dossiers qui les concernent, qui concernent leurs proches ou leurs ascendants. Et pour elles, l'accès aux documents nominatifs, en particulier aux dossiers, est souvent une exigence, une revendication. C'est le tournant de l'égo-consultation. Dans le projet La personne et son dossier, nous avons voulu interroger cette évolution et à travers une série de films, donner à voir et à entendre les historiens, les archivistes, mais aussi ces égo-consultants qui transforment aujourd'hui le rapport à l'archive. Dans ce premier épisode, j'ai rencontré Delphine Demour, dont la grand-mère a fait partie des millions d'enfants qui, dans la France du 19e et du 20e siècle, ont été abandonnés à l'assistance publique. Cette institution, ancêtre de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE d'aujourd'hui. Comme de plus en plus de descendants de pupilles, Delphine a voulu savoir et accéder au dossier de sa grand-mère. Dossier qui contient des informations sur les circonstances de l'abandon, sur l'identité des parents qui abandonnent, mais aussi sur toute la vie du pupille au sein de l'institution, jusqu'à sa majorité, voire parfois au-delà. C'est le dossier de pupille de ma grand-mère maternelle, qui est née en 1924 et qui a été abandonnée 8 jours après sa naissance, qui a été successivement placée dans des familles d'accueil, qui a été bonne, dans un milieu très, très rural, et qui a été ensuite, qui s'est mariée, et dont la vie a été habitée par cette question, pourquoi j'ai été abandonnée, par qui j'ai pu être abandonnée, pour quelles raisons, voilà. Est-ce que vous arrivez à trouver un début à cette recherche que vous avez faite, qui vous a amené à consulter ce dossier? Comment ça commence pour vous? Je suis la dernière petite fille, donc la plus jeune. Voilà, je ne sais pas pourquoi on est traversé plus qu'un autre membre de la famille par ces histoires-là, mais voilà, quelque chose de toujours très présent. Il y a le décès de ma grand-mère en 2014 et le fait qu'on retrouve une lettre, un poème. Elle a écrit ça, un poème, avec lequel elle souhaite être enterrée. Voilà. Et donc c'est ce document-là qui est le déclenchement qui réactive toute cette histoire-là, en fait. Je pense que c'était présent, mais là, c'est devenu assez obsédant, en fait. Pourquoi dans ma vie, je n'ai pas eu le bonheur de prononcer ce doux mot « maman ». Oh maman chérie, pourquoi m'as-tu abandonnée? Que de fois j'ai pu penser à toi, aux petits enfants bercés, choyés par leur maman. Que de pleurs, hélas, j'ai pu verser. Que de baisers, de tendresse, envolés. Même pas savoir où je suis née, ni frère, ni sœur, pour calmer ma douleur. Depuis bien des années ont passé et jamais rien ne s'est manifesté. Du plus profond de mon cœur, vivant toujours cet espoir de te revoir un jour, ayant bu bien des chagrins, perdre mon petit Gilbert à 3 ans et demi. Cependant, j'ai eu 4 enfants qui m'ont bien secouru. Alors au revoir pour l'éternité. Voilà. Donc ce sont dire que c'est assez simple, mais c'est déchirant. Voilà. Ça, je me suis promis d'essayer de comprendre, en fait. Vous trouvez ce poème. Qu'est-ce que vous faites concrètement une fois que vous avez ce poème en main et que commence à germer une idée qu'il faudrait y donner une réponse? Là, je me dis, il faut essayer d'entamer des démarches. Moi, je suis pas du tout... J'ai pas... je suis pas historienne, je fréquente pas les archives, je ne sais pas comment m'y prendre, mais je suis aidée par une amie de la famille qui me dit, bah voilà, en fait, ta grand-mère, elle est pupille, donc il doit y avoir un document, il doit y avoir un dossier à son nom, aux archives, faut faire la demande.
On lance la demande aux archives et on reçoit le papier en nous disant je vous confirme l'existence d'un dossier au nom de Gilberte Pinault, voilà, dans nos services. En revanche, voilà, vous ne pouvez pas, pour des raisons de droit, vous ne pouvez pas le consulter sur place. Il faut passer par l'assistance publique et prendre un rendez-vous avec eux. Ce que vous faites. Mmh. Et donc là, c'est un chemin de croix. Je fais la demande à l'assistance publique. La touche froide, on me dit, alors, 1, ça ne se passe pas comme ça. Les démarches ne se font pas dans cet ordre-là. 2, je suis toute seule à travailler. Donc là, pour moi, c'est 1 an au moins de délai. Et puis en fin d'année, là, on fait un bond. En fin d'année 2020, j'ai mis un peu de... C'est toujours en tête, mais voilà, avec cette démarche qui n'avance pas, j'ai ici à la librairie, je sers une cliente qui me demande un livre sur les l'éphémère de l'assistance publique à l'hôpital de Niort. Je vais chercher ce livre et c'est le livre de Marie-Danielle Laine, historienne. Et là, je me dis, ça c'est pas un hasard en fait. Ce livre, je l'ai pas vu, mais là, il est pour moi et je suis certaine qu'il y a des clés en fait qui pourront m'aider. J'ai reçu un mail et là, voilà, j'ai dû répondre, il faut vous adresser là. Et puis, rapidement, elle m'a dit que le dossier traînait depuis je sais pas combien de temps. Et là, je me suis dit, mais c'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Il y a un aspect tout à fait particulier, je trouve, en tout cas dans ces dernières années, quand on vient en tant qu'historien aux archives consulter ces dossiers, c'est qu'on n'est plus les seuls à les consulter. Il y a aussi des personnes qui viennent les consulter, ces dossiers, pas pour faire un travail de statistique historique, pas pour faire le récit d'un fait social qu'est l'abandon à cette époque, mais qui sont des personnes qui sont engagées dans une histoire personnelle, familiale. Il y a ceux qui viennent directement aux archives. Alors, eux, je les repère très vite, hein, parce qu'en général, on voit que c'est un petit peu des néophytes, ils ne savent pas trop comment s'adresser, à qui s'adresser. En général, c'est souvent des femmes. Et alors là, elles feuillettent, elles prennent des notes. Mais en général, ce qui me demande beaucoup, c'est plus, voilà, j'ai consulté et mon histoire. Alors, ils commencent à raconter leur histoire. Et soit il y a des pièces manquantes au puzzle, ou soit ils ont interprété une pièce, mais finalement, ce n'est pas toujours la bonne interprétation qu'il faudrait donner. Soit ils ne comprennent pas. Enfin, et puis après, il y a d'autres personnes qui m'ont interpellée via la publication du livre. C'est le cas de Delphine. Marie-Danielle Laine fait partie des faits, en fait, des personnes qui m'ont conseillé, qui m'ont aidée, en fait. Et puis après, on arrive à l'été 2021, septembre 2021, où là, j'obtiens enfin une réponse de l'ASE pour me dire voilà, je vous confirme on a bien reçu votre demande et on vous donne rendez-vous au mois d'octobre. Donc là, ça fait 1 an et demi. Oui, c'est ça. Vous avez commencé le premier contact et 1 an et demi après, vous avez une réponse favorable de l'aide sociale à l'enfant. La veille, en fait, du rendez-vous, je reçois un mail à 22h du soir me stipulant que le rendez-vous était annulé, que la consultation n'était pas possible, que le document était... je n'avais pas le droit d'y accéder. Là, c'est extrêmement violent. Là, c'est une douleur... voilà, ça n'a pas de... en fait, je suis sidérée, je suis sans voix, je suis déçue, mais déçue, c'est même pas le terme. Pour moi, je reçois ça comme une violence supplémentaire. Et voilà, puis il faut que je l'annonce à ma mère. Mais là, je me dis, plus rien ne m'arrêtera. Donc là, maintenant, c'est terminé, ce dossier. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, je suis là
petite fille de Gilbert. Ce dossier, il me concerne moi. Enfin, si c'est la 3e génération, j'ai besoin de savoir. C'est constitutif d'une généalogie, c'est viscéral. J'ai besoin, en fait, de savoir. Et finalement, 10 jours à 1 semaine après, j'ai la personne qui m'avait envoyé le mail qui me rappelle en me disant « Madame de Meaux, je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine. » Je lui ai dit « Mais cette fois-ci, c'est le bon, là. » J'ai dit « On ne me fait pas de... voilà, sans me donner les tenants et les aboutissants. » Et donc, finalement, on va réussir à accéder à ce dossier. Le règne du secret, qui a prévalu jusqu'aux années 1980, a pris fin. Les conditions d'accès au dossier se sont assouplies. Pourtant, aux yeux des anciens pupilles ou de leurs descendants, pour qui cet accès au dossier revêt un enjeu affectif et identitaire souvent très fort, elles apparaissent parfois encore trop contraignantes. À l'image de Marie-Danielle, les historiens sont parfois sollicités par les descendants de pupilles comme facilitateurs de leurs recherches ou comme interprètes des documents. Ils peuvent être aussi bousculés, contestés par ces personnes qui, en accédant directement à l'archive, se trouvent en capacité d'élaborer elles-mêmes un récit historique. Récit qui peut se poser en concurrence, en alternative, en tout cas en autonomie par rapport à celui que produisent les historiens de métier. Mais aux premières loges, il y a les archivistes. Ce sont eux qui vérifient la communicabilité des documents, ce sont eux qui reçoivent les demandes des égaux consultants et organisent souvent la consultation des dossiers. Dans le cas de Delphine, les archives départementales ont transmis le dossier à l'aide sociale à l'enfance. Mais dans d'autres départements, les pratiques peuvent être très différentes. Je suis allé à la rencontre d'Audrey Cézélie, aux archives de Paris. Elle nous explique comment les archivistes réfléchissent à leur rôle de médiation pour faciliter la consultation des dossiers. Je voudrais, pour commencer, par peut-être une présentation un peu générale de ce que sont ces archives de l'assistance publique, ce fonds des enfants assistés. On va retrouver, à la fois pour la période la plus ancienne, avant 1838, des archives des différentes institutions qui existaient, qui ont fusionné en 1838 dans l'hospice des enfants trouvés et orphelins, et qui est devenu après l'hospice des enfants assistés, puis l'hospice Saint-Vincent-de-Paul. Ce que l'on ressent, enfin ce que l'on constate plutôt, c'est que les chercheurs, enfin les personnes les lecteurs qui viennent consulter ces dossiers sont de mieux en mieux préparés à la consultation et arrivent déjà avec des informations qui sont beaucoup plus dans une démarche de recherche qui est beaucoup plus construite. C'est vrai que la mise en accès et la numérisation des répertoires alphabétiques et depuis le début de cette année, la mise en ligne des registres chronologiques d'admission fait que les usagers préparent leur recherche avant même de venir aux archives de Paris. Donc ils arrivent avec des demandes qui sont beaucoup plus abouties. Je me revois très bien au pied de l'immeuble, juste avant de rentrer. J'ai dit à ma mère... Je lui ai dit, écoute, là, c'est notre place. En fait, cette expérience très douloureuse, pas dire traumatisante, je sais pas, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, c'est extrêmement violent. Ce refus, alors qu'on attendait le premier rendez-vous, finalement, il m'a armée, en fait, pour la consultation du dossier. Je me souviens que donc cette fichue, ce qu'elle appelle la préparation à la consultation du dossier, je lui avais dit surtout, voilà, ne pas tomber dans l'émotion, parce que ça, les assistantes sociales, elles vont considérer comme une pauvre victime qu'il faut prendre en charge, une espèce de rôle un peu maternant. Et puis je lui avais dit aussi, alors c'est pas très sympa pour les collègues, mais écoutez pas trop les bobards, écoutez pas trop le discours, mais votre maman ou votre grand-mère l'a abandonné, mais c'était un geste d'amour, vous savez, bon, voilà, tous les violons. Et je disais, bon, restez un petit peu en dehors de tout cela, essayez d'être très rationnel, d'être un peu scientifique si vous pouvez. C'est pour ça que je lui avais dit... après, les émotions elles viendront, et puis il faut qu'elles viennent, hein, c'est nécessaire. Mais sur le moment, voilà, restez bien concentrés. Dès qu'on est dans de la communication de dossiers individuels, c'est une communication particulière.
Si vous voulez, l'archiviste est quand même à la disposition de l'usager, donc s'il a besoin l'usager n'est pas livré à lui-même comme il le serait en salle de lecture finalement, où il est seul avec son dossier. Et voilà. Là, il y a vraiment physiquement une proximité. La présidence de salle, elle est petite, donc il est tout à fait libre de questionner l'archiviste et on reste à sa disposition. Donc s'il a besoin finalement d'une médiation ou d'une explicitation, il va nous solliciter. Mais ça reste quand même assez rare en fait. Donc là, c'est vrai qu'on se retrouve avec ce dossier, on essaye, voilà, on ouvre et puis avec, on essaye de déchiffrer en fait. Un peu, ma mère, elle est en apnée hein, quand même. On est, il y a le PV d'admission où on a quelques éléments. Où il est indiqué que la mère de ma grand-mère demande l'abandon. Et on voit pauvre d'esprit, incapable de pouvoir l'élever au double point de vue physique et moral. On se dit, les conséquences de l'abandon sont connues. Bon, ça, c'est la première pièce. On se dit, alors, ça peut peut-être expliquer le fait que, en fait, elle est abandonnée, ma grand-mère. En fait, elle n'était pas en capacité physique ni intellectuelle. Et puis après, il y a une feuille comme ça, volante, qui est glissée là entre tout ce monticule et on voit Pinault Marie-Louise de Beslev, donc là c'est la mère de ma grand-mère, et puis là on voit Pinault Raoul, on voit 6 mars 1923, Beslev, entre parenthèses, un autre prénom, René. Alors là on se dit, mais en fait on va avoir le... on va avoir le prénom du père, et puis en fait on se dit mais c'est quoi? On voit une autre date de naissance, on voit encore un autre prénom, Pinault Marcel, et là en fait ça ne nous avait jamais effleuré l'idée. En fait on se dit mais ma grand-mère en fait elle avait des frères. Après, un peu plus loin dans le dossier, on trouve une lettre d'un avocat. Affaire Pinault, monsieur l'inspecteur, chargé de défendre le 25 septembre prochain devant la cour d'assises Marie-Louise Pinault de Beslev, accusée d'infanticide et de suppression d'enfants. Je vous serai très obligé de bien vouloir me faire connaître si cette femme a abandonné ou confié en dépôt à l'assistance publique ses 2 enfants actuellement vivants, René, né le 1er juin 1921, et Gilberte, née le 19 décembre 1924. Et ça, c'est... là, c'est... Ma mère est... Alors, à ce moment-là, c'est comme si les rôles s'inversent depuis un certain temps. Je me dis, là, il faut que je... En fait, je viens de... Peut-être que j'ai soulevé une bombe, finalement. Alors moi, je suis prête à l'accueillir, mais est-ce que là, je ne suis pas en train de lui imposer... là, c'est une réécriture de l'histoire familiale. Hein. Voilà, c'est confirmé, il y a d'autres enfants, elle a abandonné d'autres, et infanticide... Enfin, on a peut-être assassiné. C'est pas rien, en fait. Ces éléments-là... Le fait de dire qu'il y a une nouvelle, qu'il y a une fratrie en fait, et m'ont amené à demander le dossier de pupille des 2 autres frères. Là, il y a des lettres de Marie-Louise. Et bon, là, voilà. Et qui disent quoi? Qui demandent des nouvelles des enfants en fait. Monsieur, je vous envoie 2 mots pour avoir des nouvelles du petit René Pinault. S'il est toujours en bonne santé, recevez, monsieur l'inspecteur, mes remerciements. Mais là, quand on accède au dossier des frères, moi, les lettres, voilà, je me dis... en fait, c'est ce que secrètement j'espérais en fait trouver dans le dossier de ma grand-mère. Je me dis, mais Marie-Louise, elle n'est pas coupable, c'est une victime en fait. C'est une victime. Dans votre récit, on voit qu'il y a une place importante pour votre mère. Comment est-ce qu'elle a accueilli votre projet? Ça a permis d'avoir un lien encore plus fort. Voilà, c'est des moments qu'on a partagés ensemble avec ma mère. Hein, finalement, ça c'est indéniable. Je ne suis pas la seule dépositaire de cette histoire. Il faut que je puisse la transmettre. Il y a mes tantes, si elles le souhaitent, mes cousines. Et puis que moi, je peux transmettre aussi... peut-être, hein, mais ils sont petits, mais à mes enfants, parce qu'ils savent les démarches. Quand j'allais avec ma mère, ça les... Voilà, donc ils entendent ça aussi. En vous retournant sur tout ce chemin parcouru, comment vous jugez cette expérience-là? Je pense que j'ai grandi
de 10 années en 2 ans, il y a une forme de rédemption. Voilà, j'ai dû le dire 15 fois apaisement, mais, mais parce que je ne trouve pas d'autres termes, en fait. Elle ne vient pas de nulle part. Elle ne vient pas de nulle part. Il y a une terre, voilà. Après, je ne l'ai pas dit, mais je suis allée à Besleuf, dans le cimetière, avec la mairie, j'ai retrouvé la maison. Là, ça, c'est puissant. Enfin, ça n'a pas de... Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Là. Je veux dire, ma grand-mère ne vient pas de nulle part. Une famille qui était installée. Sa mère, certainement pas eu l'histoire qu'on veut nous faire croire. Je pense que c'est une victime. Voilà, ça me fait voir les choses différemment. Delphine nous montre que la consultation du dossier n'est pas une fin. Elle peut être, bien au contraire, le point de départ de nouvelles recherches, éventuellement vers d'autres dossiers. Elle est aussi bien souvent le début d'un nouveau regard sur soi ou sur ses proches, le début d'un nouveau récit de l'histoire personnelle et familiale. Pour Delphine, l'image de la femme qui a abandonné sa grand-mère était confusément celle d'une mauvaise mère, une mère peu aimante, une mère coupable. L'accès au dossier a transformé cette image, et cette femme apparaît désormais davantage comme une femme victime, victime de son entourage, victime des préjugés de son temps. Les dossiers des enfants de l'assistance sont investis de puissants enjeux pour les personnes concernées. Ces personnes investissent aussi beaucoup d'espoir, espoir de savoir qui est d'ailleurs parfois déçu parce que le dossier est manquant, succinct, silencieux. Est-ce que ces dossiers sont pour autant exceptionnels? Sans doute y a-t-il d'autres types de dossiers, produits par d'autres institutions, dans d'autres contextes, qui, même s'ils ne cachent pas de secret, sont néanmoins tout aussi sensibles parce qu'ils concernent l'histoire de la personne.